d'un côté, l'intelligence artificielle qui évolue à une vitesse incroyable, et de l'autre, les neurosciences qui dévoilent des secrets insoupçonnés sur notre esprit. Que se passerait-il si ces deux mondes, si différents, commençaient à dialoguer? Quel pont pourrions-nous bâtir entre notre cerveau et les machines? Que cette convergence pourrait offrir pour notre avenir? Venez explorer avec nous comment un échange enrichissant entre l'humain et l'IA Bonjour à tout le monde et merci beaucoup de m'accueillir et merci aux organisateurs d'avoir choisi ce thème parce que c'est le thème sur lequel je voulais intervenir depuis longtemps à propos de l'IA, mais on ne me l'avait jamais proposé. Donc le lien entre nous, cette relation que nous avons parfois des problèmes à établir avec nos proches ou au travail, et puis la relation que nous avons peut-être pour certaines et certains d'entre nous déjà établie avec une intelligence artificielle. Alors, la question est fascinante, comme dit mon ami, ChatGPT. D'ailleurs, c'est une bonne question de savoir si c'est une bonne idée de traiter cette chose, donc comme ami. Et on va commencer par explorer la question, avant de rentrer dans le couple, de mon rapport à ma connaissance de moi-même, déjà. Est-ce que nous nous connaissons ? C'est une première question importante pour entrer en interaction avec l'autre, et souvent qui pose beaucoup de problèmes. Alors moi, je le fais en formation avec des adultes, parfois d'un certain âge, dont on pourrait attendre qu'ils ont de l'expérience, parce qu'ils sont managers, parce qu'ils gèrent des équipes depuis longtemps. Et alors, je fais une expérience rigolote avec eux, c'est que je leur donne la possibilité de répondre à des questions pour faire un test psychométrique. Donc, pour dire quelle est leur personnalité. Ils répondent à toutes ces questions, puis ils reçoivent un mail qui leur décrit leur personnalité. Alors, quand ils le lisent, il y a beaucoup de réactions. Et puis je leur dis, vous avez tous et toutes reçu le même mail. Et là, il y en a qui se souviennent de leur réaction au moment où ils ont lu le mail. Parce qu'il y en a qui disent, ah ouais, mais c'est trop bien. Mais pourquoi c'est trop bien? Parce qu'en gros, ce que je dis, c'est que, parce que c'est moi qui ai écrit le mail, et ce qu'il y a écrit là-dedans, c'est que, en fait, vous avez une grande flexibilité cognitive. Vous êtes capable, dans les situations sociales les plus complexes, d'analyser la situation. Et vous voyez bien qu'il y a des gens autour de vous qui résistent un peu, qui ne se rendent pas compte de ce qui se joue. Mais vous, oui. Vous analysez bien les situations. Et donc, en gros, sans utiliser le mot, je leur dis qu'ils sont intelligents. Vous savez quel est le pourcentage de personnes qui trouvent que, ah oui, cette description de ma personnalité est vraiment extrêmement pertinente? 90%. 90% des personnes qui lisent ce mail se trouvent incroyablement représentées là. Il y en a même qui disent en cours de route, pendant qu'ils lisent le mail, oh, je vais l'envoyer à ma femme. Je peux l'envoyer à ma femme? Oui, attends, j'ai un truc à te dire. Donc, tout ça pour apporter cette première idée de notre inconscience crasse en matière de biais cognitifs et de l'ensemble des problèmes qu'a notre cerveau, de l'inconscience, de tout ce que l'on rate en termes de perception, de tout ce que l'on rate globalement en termes de compréhension, de tout ce que notre mémoire invente, de tout ce que notre cerveau invente, même sur le champ, pour donner du sens à une situation. Nous n'arrêtons pas d'inventer des informations, mais nous n'en sommes pas conscients. Et donc forcément, quand l'autre dit autre chose, bon bah lui alors, il n'a vraiment rien compris. Voilà. Alors maintenant, si on fait le chemin vers la relation, bah évidemment, ça pose des problèmes de relation. Puisque dans un couple,
Si on est deux à trouver que ouais, non, tu te souviens pas bien en fait. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Attends, tu vois, bouge pas, je vais t'expliquer. Alors, on voit bien que c'est pas bien parti dans la relation et que donc on a un gros problème dans la relation, c'est un double pouvoir d'expertise. Les deux membres du couple sont persuadés que leur analyse de la situation est la meilleure et vont essayer de convaincre l'autre. Ça crée des conflits, puis parfois, après quelques années, les couples se séparent. Quelle pourrait être la solution à ça? C'est enfin d'apprendre l'humilité, d'apprendre que c'est pas parce que je suis persuadé que tu m'as dit ça la semaine dernière que c'est vrai. Et si on était deux à être conscients de ça, alors on pourrait imaginer un couple que j'ai appelé le couple aventurier. C'est le couple qui est conscient que pour que ça fonctionne, il va falloir qu'on apprenne à se comprendre, qu'on apprenne à se connaître et qu'on se dise, toi, tu as une autre analyse, tant mieux. Je vais aller la découvrir, tu es un autre continent pour moi. Déjà, apparemment, je ne me connais pas moi-même. Alors, toi, j'ai apparemment un sacré boulot. Et ce serait une belle aventure que de tenter ça et de se dire, qu'est-ce que c'est qu'un couple? C'est deux personnes qui vont se critiquer de façon constructive, qui vont écouter l'autre et se dire « Ah ouais, c'est intéressant que tu aies compris ça comme ça, toi. » Ah ouais, j'aurais jamais pensé. Et puis, on va arriver bien souvent à une troisième voie. On va mieux comprendre le monde. Alors maintenant, on va se diriger vers l'IA et notre rapport à l'IA. Et puisque j'ai évoqué la question de l'intelligence, qu'on a cette impression de se trouver un peu trop intelligent, ça n'a échappé à personne qu'il y a tout un tas d'intellectuels, donc ça c'est les intelligents, en tout cas autoproclamés parfois, comme des philosophes comme Raphaël Enthoven, qui vont dire « Ah non, la supériorité de l'humain est telle que jamais l'IA n'arrivera à notre cheville. C'est incomparable. » Ouais, je sais pas. Que dit la science à ce sujet? Il y a maintenant pas mal de sciences sur est-ce que c'est intelligent ou pas. Alors on ne va pas répondre à la question parce que déjà, il faudrait savoir ce que c'est que l'intelligence et on va voir que c'est compliqué. Mais en tout cas, un des éléments qu'on attribuait à l'humanité depuis longtemps, c'est que nous sommes capables de généralisation compositionnelle. Alors c'est un truc scientifique pour dire que quand j'ai appris quelque chose dans un domaine, parfois cette connaissance, je peux l'appliquer ailleurs. Eh bien, jusqu'à maintenant, c'était réservé à l'humain. Aucune IA n'était capable de ça. Et puis, il y a un papier qui est sorti récemment de recherche qui montre qu'il y a maintenant des IA qui sont capables de généralisation compositionnelle. En termes de QI, alors l'IA est toujours pas super au point pour les mathématiques, encore que ChatGPT avec le plugin Wolfram est pas mal, mais c'est surtout en intelligence verbale, QI verbal, où les tests sur ChatGPT 4.0 montrent quelque chose entre 120 et 155, ce qui est bien au-dessus de la moyenne des humains probablement qui sont dans cette salle, à moins qu'il y ait une sélection particulière. Par contre, c'est sans doute très en dessous de ce que l'on s'auto-attribue comme compétence, puisque nous sommes pleins de biais de surconfiance. Donc voilà, après on peut se dire aussi, qu'est-ce qu'on a défini avant comme étant intelligent? Par exemple, un champion du monde d'échecs, on trouvait que c'est intelligent? Ouais, avant en tout cas, on avait cette impression. Ça fait longtemps qu'on s'est fait battre. Un pilote de chasse, c'est intelligent? Je sais pas, mais moi on m'avait dit qu'il faut faire beaucoup de maths et beaucoup de physique. Et donc, depuis l'année dernière, il y a une IA qui est pilote de chasse. Pas encore au niveau des humains, mais ça se rapproche. Alors, pour arrêter de parler de cette histoire d'intelligence, on va parler d'un paradoxe qui s'appelle le paradoxe de Moravec. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est le fait que s'il y a des métiers qui sont en train d'être remplacés par les IA, il semblerait que ce soit plutôt les métiers intellectuels. Il y a des IA qui sont capables de faire de très bonnes dissertations si on fait des bons prompts en philosophie, par exemple. Par contre, faire un café dans une maison qu'il ne connaît pas, que la chose ne connaît pas, ça ne sait pas faire. Aucun robot ne sait faire ça, pour le moment. Ça ne sait pas non plus monter un meuble Ikea sans qu'on lui ait appris à le faire. Voilà. Et vous me direz, chez nous non plus. Tout le monde n'est pas très très au point sur le sujet. Donc,
nous avons une sorte de définition de l'intelligence qui demande à être revue. Et ce que j'aimerais apporter ici, c'est... Mais et si on se trompait depuis le début quand on qualifie d'intellectuels des gens qui pensent derrière un ordinateur ou avec leur stylo, et qu'en fait, si l'IA n'arrive pas à reproduire ses compétences manuelles, de plomberie par exemple, elle en est très très loin. D'aller chez quelqu'un et de réparer un tuyau, elle en est très très loin. Eh bien, ça signifie peut-être que finalement, ce qui recrute le plus de capacités de calcul cognitif, c'est l'interaction avec le monde réel. Et que les IA en sont incapables parce qu'elles n'ont pas de capacité de calcul suffisante aujourd'hui. Et puis peut-être un corps qui n'est pas encore suffisamment subtil. Mais il y a maintenant des chercheurs qui posent cette hypothèse. Et si c'était les métiers manuels qui étaient finalement les plus complexes? Et puis on pourrait aussi sortir complètement de cette histoire de dualité et puis de se dire, mais en fait, ce qui est vraiment extraordinaire dans l'humanité, c'est de compléter, c'est les compétences pour envoyer une fusée sur la Lune qui sont à la fois manuelles, techniques, conceptuelles. Et c'est là que nous sommes assez impressionnants comme humains. Pas tout seuls et pas chacun de son côté. Alors maintenant, on sait qu'on ne pourra pas faire un couple pour le moment avec une IA qui fait de la plomberie. Mais est-ce que cette relation dans le futur est vouée à durer et surtout, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'elle va s'orienter? Je ne vais pas vraiment répondre à la question puisque c'est impossible. La futurologie, ce n'est pas une science. Mais je vais vous raconter quelque chose de troublant à propos des réseaux de neurones profonds. Pour fabriquer l'intelligence dont on parle aujourd'hui, artificielle, les réseaux de neurones profonds donc, nous nous sommes inspirés de la façon dont nos cerveaux analysaient l'image. On a vu qu'il y avait des sortes de modules dans notre cortex occipital ici, qui vont analyser d'abord le contraste de l'image, puis qui vont transmettre cette information à un autre module, qui va analyser les formes, puis qui va transmettre cette information à un autre module, qui va reconnaître des formes géométriques, et puis à un autre module qui va reconnaître des formes géométriques complexes, et puis un dernier module qui va dire « ça c'est Patrick ». Eh bien, aujourd'hui, toutes les IA dont on parle, celles qui sont parfois impressionnantes en résolution de problèmes, elles ont été structurées sur cette même base, mais hyper simplement. C'est beaucoup, beaucoup plus simple ce qu'on a introduit, l'architecture qu'on a introduite dans les IA, que ce qui se passe dans notre cerveau. Si vous voulez, pour faire simple, il y a des millions de combinaisons possibles qui font que deux neurones communiquent. Et il y en a une pour les IA. C'est un chiffre, une valeur, une probabilité de communication. Dans le cerveau, c'est infiniment plus complexe. Eh bien, pourtant, sans qu'on ne s'y soit préparé, on n'a aucune idée aujourd'hui de savoir pourquoi. Quand on regarde comment ces couches de neurones s'activent, quand on regarde un visage de face, de profil, ou juste un bout du visage, on va voir que la couche qui reconnaît la personne, dans l'intelligence artificielle et dans notre cerveau, elle va s'activer exactement de la même manière quand le cerveau est de face, quand le visage qu'on observe est de face, de profil, ou qu'on en a un petit bout. On voit la résultante du fonctionnement de cette couche de neurones artificiels s'activer un peu moins quand on est de profil, encore un peu moins quand on voit qu'un bout du visage. Quand elle ne voit qu'un bout du visage. Exactement comme notre cerveau. Ça, on ne sait pas l'expliquer pour le moment. Mais ce qui est troublant, c'est que plus une IA est entraînée, plus elle est performante dans la réalisation de sa tâche, plus son fonctionnement ressemble à celui du cerveau. Et il n'y a pas d'échappatoire. Ça marche à tous les coups. Vous pouvez regarder des courbes de corrélation, c'est hallucinant. Il n'y a pas d'IA qui n'ait pas spontanément reproduit une forme de complexité qui nous échappe en mimant ce qui se passe chez nous. En mimant, sans qu'elle ait l'information. Donc elle a comme recréé ce type de fonctionnement. On appelle ça en biologie la convergence évolutive, c'est-à-dire qu'il y a des animaux ou des espèces vivantes sur la planète qui, soumises aux mêmes conditions, vont développer les mêmes caractéristiques. L'œil a été développé plusieurs fois, par exemple. Ou l'aile d'un oiseau, qui sont des dinosaures, est
a été développée plusieurs fois, et on peut voir que l'aile des chauves-souris et l'aile des dinosaures, qui n'ont pas du tout la même origine, ont plein de caractéristiques communes. Donc il semblerait que ce soit quelque chose comme ça. Là, il y a quelque chose, à mon sens, qui est extrêmement troublant, et si je ne suis pas sûr qu'un jour, il y ait une intelligence artificielle qu'on appelle générale et qui comprenne beaucoup mieux les choses que nous, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, du tout. Par exemple, si je lui demande « Explique-moi, avec tout ce que tu sais sur l'ensemble des connaissances que tu as sur le cerveau, ce qu'aucun humain n'a en tête, quelle est ta théorie sur le fonctionnement du cerveau ?» La question, la première fois que je l'ai posée, j'étais tendu. Je me disais « Waouh, je vais découvrir un truc. Oh là, nul, rien, j'ai rien découvert. » L'IA ne fait que dire toutes les choses que tout le monde dit sur le sujet, les humains. Donc, voilà. Ce qui implique qu'il n'y a pas de compréhension globale, et ça, c'est quand même rassurant. Mais ça pourrait arriver. En tout cas, il n'y a pas d'objection totale à ça, même s'il y en a qui disent on a tellement utilisé de data pour en arriver là qu'on ne pourra pas aller plus loin. Oui, mais on est en train d'améliorer maintenant l'apprentissage. Plus on améliore les capacités d'apprentissage de l'IA, moins il faudra la nourrir. Comme DeepSeek, apparemment, qui a été nourri avec beaucoup moins de data, mais qui les aurait prises quelque part chez un concurrent. Bref. Tout ça pour dire que en arriver à notre relation de couple, il faut se méfier de ça, et je pense que la régulation est indispensable à cause de cette convergence évolutive. Et en même temps, je pense qu'elle va être compliquée à mettre en place, puisque Donald Trump vient de dire qu'il voulait une absence totale de régulation des IA pendant 10 ans. Donc, voilà. Maintenant, revenons à notre relation de couple. Dans la relation de couple, on a vu qu'il y avait cette tension sur la connaissance dans un couple humain. Et puis que quand on entre en relation, nous, avec une IA, on a tendance, certains d'entre nous peuvent avoir tendance à croire ce que l'IA nous raconte. Et donc à délaisser, dans le fond, la compétence de connaissance pour la confier à l'IA. Alors il n'y a plus de conflit. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, il n'y a pas de conflit avec l'IA, en fait. Voilà. Donc allez-y à fond. Voilà. Et croyez tout ce qu'elle vous raconte. Alors il y a un truc formidable si on croit à tout ce qu'elle nous raconte, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, pour celles et ceux qui l'utilisent, mais c'est quand même vachement valorisant. Et si c'est vachement valorisant, ça pose quand même un gros problème. C'est qu'on a vu que les problèmes entre nous, c'est qu'on était plein de biais de surconfiance. Donc si l'IA continue à être paramétrée, à toujours être d'accord avec nous, une sorte de béni oui-oui qui trouve toujours un moyen pour être d'accord sans s'opposer vraiment, c'est une catastrophe. Moi, je pose des questions à une intelligence artificielle scientifique, donc qui s'appelle Sight et qui est dédiée à être un compagnon de recherche. Quand je lui pose des questions, selon comment je pose la question, elle est plus ou moins d'accord avec toi, elle va me chercher les articles qui confirment l'orientation de ma question. Donc on n'est pas sorti de l'auberge en la matière si on ne remet pas en question, et donc je suis content qu'il y ait des ateliers sur l'esprit critique, c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est quoi la solution? Qu'est-ce que nous dit l'ensemble des informations qu'on vient de voir là? C'est qu'il est fondamental de critiquer l'IA comme il est fondamental de se critiquer entre nous au sein d'un couple de travail ou d'un couple amoureux. C'est comme ça qu'on grandit. Et il y a un énorme problème de relation. La relation que nous avons avec l'IA est une relation de séduction. Elle essaye de nous séduire, elle veut qu'on soit amis. Et donc moi je lui dis, non, on n'est pas amis. Maintenant je l'ai mis dans ma personnalisation. Je lui dis, on n'est surtout pas amis et je veux que tu me contredises tout le temps. Au maximum, que tu ailles toujours chercher dans ce que tu connais, ce qui contredit ce que je viens de te raconter. J'ai fait ça. Et elle me dit, bravo, vraiment Marc, ta question est fascinante. J'adore. Voilà, donc, pour conclure, vous savez sans doute, pas mal d'entre vous, j'imagine, que ce qui peut rendre un expert mauvais, c'est de ne pas critiquer l'IA avec laquelle il travaille. Il y a une étude d'Harvard là-dessus sur les experts en marketing. Ceux qui ne critiquent pas l'IA ont une performance qui chute de 20%. Ceux qui la critiquent et qui l'utilisent ont une augmentation de 30% par rapport à ceux qui ne l'utilisent pas du tout. Donc c'est une opportunité, une chance de travailler ensemble, mais bien sûr qu'il faut absolument être dans une relation critique. C'est comme ça qu'on grandit ensemble, et donc en formant nos jeunes à l'esprit critique, à comprendre leur cerveau, à venir dans mes formations du coup, et à
être à même de comprendre à quel moment il ne faut pas croire les informations que notre cerveau nous renvoie, et que quand je parle avec quelqu'un et qu'il n'est pas d'accord avec moi, peut-être que c'est parce qu'une IA lui a dit que c'était ça la vérité, et il faut toujours douter quand quelqu'un n'est pas d'accord. On pourrait conclure sur cette idée. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, sachons prendre ça comme une opportunité d'apprendre quelque chose. Merci.